Merci Florence pour l'invitation à cette journée. C'est toujours très sympa de revenir ici et puis de rassembler toutes les gynécomètres sur ces sujets. Voilà, donc je remercie aussi Diane Hill, qui est interne en gynécomètre, qui avait fait sa thèse de médecine sur cette question, qui avait fait une très belle revue de la littérature, et puis Marine Rebotier, qui est assistante dans le service et qui a aussi travaillé un petit peu sur la question. Alors, donc quand on parle de l'utilisation des œstrogènes locaux après cancer du sein, c'est bien évidemment donc c'est pour traiter le syndrome génito-urinaire de la ménopause. Donc vous savez que ce syndrome génito-urinaire de la ménopause, il est lié à la déprivation œstrogénique au moment de la ménopause. Donc pendant la vie génitale de la femme, les œstrogènes, ils ont tout un tas de rôles au niveau de la filière génito-urinaire et notamment au niveau de l'épithélium vaginal avec maturation des cellules épithéliales, la production du glycogène, l'équilibre bactérien avec la flore vaginale, le pH vaginal qui a aussi un effet anti-infectieux. Et puis au niveau de la vessie, au niveau de la souplesse, l'élasticité, l'hydratation, et au niveau du muscle vésical également. Et donc à la ménopause, ou quand il y a une déprivation œstrogénique, tous ces effets bénéfiques des œstrogènes vont être diminués et petit à petit, il va y avoir des conséquences à la fois au niveau vaginal et au niveau urinaire. Et on voit bien là sur une coupe anapate d'une paroi vaginale l'atrophie qu'on peut constater dans les situations de ménopause et d'hypoœstrogénie. Donc le syndrome génito-urinaire de la ménopause, il a une définition, ça associe 3 types de symptômes. Les symptômes vulvo-vaginaux, sécheresse, douleur, brûlure, irritation, prurite. Les symptômes sexuels, avec donc la dyspareunie d'intromission par le manque de lubrification, enfin sécheresse vaginale, voire sténose orificielle dans les atrophies très marquées. Et puis des symptômes urinaires, donc pollacurie, urgence mictionnelle, les infections urinaires à répétition, les brûlures urinaires. Et donc c'est vraiment des symptômes qui vont ensemble. C'est un diagnostic clinique, il n'y a pas besoin d'examen complémentaire. Et c'est vraiment en interrogeant nos patientes qu'on peut retrouver tous ces symptômes et qui en fait sont assez fréquents après cancer du sein. Alors, après cancer du sein, toutes les patientes ne vont pas être forcément à la même enseigne, puisque vous savez qu'il y a différents types d'hormonothérapie. Pour les patientes qui sont sous tamoxifène, on a donc l'effet de l'hormonothérapie par le blocage direct du récepteur de l'œstradiol, mais finalement, les taux circulants d'œstradiol ne vont pas être modifiés. Donc au niveau de l'épithélium vaginal, on va avoir quand même les œstrogènes circulants qui vont continuer à fonctionner. Et l'impact du tamoxifène sur l'épithélium vaginal, a priori, n'est pas anti-œstrogène. Il est plutôt même pro-œstrogénique. Et donc, ce qui est plutôt décrit sous tamoxifène, c'est plutôt une augmentation des sécrétions vaginales. Il y a même des patientes qui se plaignent de leucorrhée. Donc en principe, sous tamoxifène, ce n'est pas tellement une difficulté, ce syndrome génito-urinaire. Sauf pour celles qui ont reçu auparavant une chimiothérapie et qui transitoirement vont avoir du coup un arrêt de la fonction ovarienne et donc une hypoœstrogénie induite par l'arrêt de la fonction ovarienne et donc qui transitoirement peuvent être gênés par ce syndrome, mais en général après ça régresse. Par contre, sous inhibiteur de l'aromatase, donc lui, vous savez, il va bloquer les sécrétions œstrogéniques restantes après la ménopause et qui proviennent donc de l'aromatisation des androgènes surrénaliens. Donc on est chez des femmes qui sont ménopausées ou qui ont une suppression ovarienne par agonisme de la GnRH ou par une ovariectomie et à qui on va en plus inhiber les dernières sécrétions œstrogéniques qui leur restent. Et donc là, on va avoir vraiment un risque majeur d'aggravation du syndrome génito-urinaire de la ménopause qui est déjà présent de base du fait de leur statut d'hypoœstrogénie, mais qui va être accentué par la déprivation œstrogénique. Et donc, en termes de prévalence du syndrome génito-urinaire, donc en population générale, on a environ un quart de la population générale qui a au moins un symptôme, donc à la ménopause, évidemment. Chez les femmes sous tamoxifène, 32%. Alors là-dedans, comme je vous l'ai dit, il y a quand même des patientes qui vont avoir ces symptômes aussi parce qu'elles ont en fait une interruption transitoire de la fonction ovarienne.
Et ce qui explique du coup ce pourcentage. Et puis sous inhibiteur de l'aromatase, on est plutôt à 57%. Ensuite, ce qui est décrit aussi beaucoup dans les études, c'est qu'il y a clairement une forte sous-évaluation si on n'interroge pas les patientes. Et que ce n'est pas forcément des symptômes dont elles vont parler spontanément, comme tous les troubles de la sexualité en général. Et donc vraiment, le médecin a un rôle important pour dépister ces symptômes et avoir une idée plus précise de si elles sont gênées ou pas. Et puis, indépendamment de l'hormonothérapie, donc la chimiothérapie en elle-même, elle peut avoir un impact sur les muqueuses indépendamment des changements hormonaux, donc des symptômes urinaires aussi transitoires, et puis les symptômes liés à l'aménorrhée transitoire, ça on en a parlé. Alors, quand on regarde maintenant les traitements qu'on peut utiliser dans le SGUM, donc déjà avant tout, il y a quand même une prise en charge hygiéno-diététique qui peut vraiment améliorer, notamment l'arrêt du tabac, qui a été vraiment démontré comme ayant un impact significatif, notamment sur les symptômes urinaires, le fait de boire régulièrement, le fait d'avoir une activité sexuelle régulière qui améliore aussi l'atrophicité vaginale et les symptômes vaginaux. Les traitements non hormonaux, donc avec les traitements ponctuels, type anesthésiques locaux, lubrifiants, donc ça à utiliser au moment des rapports. Les traitements de fond, donc les hydratants, l'acide hyaluronique. Et puis donc tous les traitements non médicamenteux plus récents, le laser, photomodulation, radiofréquence, lipofilling, plasma, injection d'acide hyaluronique. Bon, tout ça, je ne vais pas vous le redétailler parce que ce n'était pas la question. Et puis, donc, on a les traitements hormonaux. Donc, il y a les traitements hormonaux systémiques, mais qui, évidemment, dans le contexte du cancer du sein, sont contre-indiqués. Enfin, Aliette nous en reparlera. On va voir. Et puis, donc, dans les traitements locaux, on a la testostérone, la DHEA. Et moi, je vais vous parler seulement des œstrogènes, puisque c'était mon sujet. Donc ces œstrogènes locaux en traitement du SGUM, on a en fait plusieurs molécules qui sont utilisées. On a donc dans les molécules œstrogéniques, on a donc l'œstradiol qui est la molécule que vous connaissez tous, qui est l'hormone naturelle. Et en fait, cet œstradiol, il va être ensuite métabolisé en œstriol, donc c'est E3, et donc lui aussi, il est utilisé dans les traitements locaux du SGUM. Et l'avantage de cette molécule, c'est que c'est le produit final du métabolisme et qu'ensuite, il ne peut pas être reconverti en œstradiol. Il a une clairance rapide, il a une durée d'action courte, il a une puissance moindre que celle de l'œstradiol et une affinité préférentielle sur les récepteurs B des œstrogènes. Et en fait, c'est pour toutes ces raisons qu'au niveau international, c'est plutôt cette molécule-là, l'œstriol, qui est proposée dans le traitement du SGUM, alors qu'en France, on utilise beaucoup le promestrienne, donc il y a une molécule de synthèse qui a une action agoniste œstrogénique, qui est métabolisé au niveau hépatique et qui n'est pas converti en œstradiol. Et lui, il est plutôt utilisé en France pour son probable moindre passage systémique. Donc ça, on en reparlera. Donc voilà, l'œstradiol, le promestrienne, enfin l'œstriol, le promestrienne et l'œstradiol, et puis les œstrogènes conjugués équins qu'on n'utilise pas en France, mais qui sont utilisés aux États-Unis et donc qui font l'objet de pas mal d'études. Et en termes de galénique, donc il y a tout un tas de produits disponibles maintenant, des crèmes, des gels, anneaux, comprimés, ovules, gélules, et en fait, il peut quand même y avoir des différences aussi en fonction de la galénique sur le potentiel passage systémique. Donc voilà ce qui est actuellement commercialisé en France. Donc pour l'œstradiol, on a sous forme d'anneau, donc c'est l'œstring. L'œstriol, il existe sous forme d'ovules, physiogine et sous forme de crème. Donc physiogine, Gidrel, Trophicrème. Associé à de la progestérone et lactobacille, Trophigil et Florginal. Et puis le promestrienne sous forme d'ovules, colpotrophine et de crème colpotrophine. Donc ça en général, vous les connaissez. Alors, en termes d'efficacité dans le traitement du SGUM, donc les œstrogènes locaux, clairement, c'est le gold standard. Ça a une efficacité équivalente ou supérieure au traitement systémique. Et on a donc 80 à 90% des femmes qui sont améliorées. Ça permet une normalisation du pH, une amélioration de l'épaisseur et de la vascularisation de l'épithélium vaginal. Donc ça, c'est des coupes d'épithélium vaginaux dont on voit très facilement, sans être anapathe, qu'il y a des modifications majeures. Et cliniquement, donc ça se traduit par une diminution de la sécheresse, amélioration de la vie sexuelle et des symptômes urinaires avec amélioration d'urgenturie, des infections urinaires à répétition. Et il y a tout un tas d'études, et notamment une revue Cochrane, qui conclut qu'on retrouve une efficacité similaire sur le traitement du SGUM, quelle que soit la molécule, donc que ce soit œstradiol ou œstriol, et quelle que soit la forme galénique. Donc on a des efficacités équivalentes, et que même avec des doses faibles
voire ultra faible, et ça notamment c'est ce qui est décrit pour certains gels ou crèmes, on a une efficacité qui est semblable avec des doses standards, donc finalement il n'y a pas besoin forcément d'avoir des doses très importantes pour avoir une efficacité. Et par contre, la dose et la durée doivent être adaptées à chaque cas et à l'importance de l'atrophie initiale. Donc toutes les patientes ne vont pas avoir besoin forcément exactement non plus du même schéma thérapeutique. Alors, ce qui nous pose problème dans le contexte du cancer du sein, évidemment, c'est le passage systémique. Donc, ce passage systémique, il est connu depuis longtemps. Il n'y a rien de, voilà, il n'y a pas de scoop. Il reste néanmoins, enfin, les taux systémiques qui sont mesurés, ils restent dans la moyenne de taux de femmes en post-ménopause, c'est-à-dire qu'on n'a pas des élévations d'œstrogénie de femmes en âge de procréer. Ce n'est pas une hyperœstrogénie qui va justifier un traitement progestatif associé. Il n'a jamais été décrit d'épaississement de l'endomètre ou de risque endométrial lié à ce passage systémique. Donc ça reste un passage qui est quand même modéré. Et puis en termes de risque de cancer du sein, donc sur les études qui ont évalué le risque de développer un cancer du sein chez les femmes traitées avec des traitements locaux, aucune étude n'a retrouvé d'augmentation du risque. Après, donc la question, ça va être est-ce qu'on peut l'utiliser après cancer du sein? Donc c'est ça qui nous pose problème. Et donc ça a été évalué, cette question du passage systémique. Et donc il y a eu un certain nombre d'études de cohorte et d'études interventionnelles qui ont évalué le passage systémique avec des traitements locaux. Donc là, je vous ai mis que les études qui concernent le passage sous inhibiteur de l'aromatase, parce que sous tamoxifène, finalement, on le redira tout à l'heure, mais le passage systémique, on s'en fiche un petit peu, puisqu'on a le tamoxifène qui va bloquer le récepteur de l'œstradiol au niveau mammaire. Donc même si on a un peu de passage dans le sang, surtout à des taux post-ménopause, voilà, on ne voit pas très bien ce que ça peut aller induire au niveau mammaire. Donc ce qui nous intéresse, c'est vraiment pour les patientes sous inhibiteur de l'aromatase ou éventuellement sans hormonothérapie. Mais donc ces études interventionnelles, dans le cadre du cancer du sein, elles ont été faites sous inhibiteur de l'aromatase, sans hormonothérapie. Il y a beaucoup de données en population générale, en post-ménopause. On y reviendra aussi un petit peu tout à l'heure. Et donc ces études, alors là je les ai classées par molécules. Donc pour l'œstriol, on a donc 2 essais randomisés qui ont regardé donc, les taux systémiques d'œstriol, d'œstradiol et puis de gonadotrophine. Donc en comparant baseline et sous-traitement jusqu'à 12 semaines. Et globalement, ces études, elles retrouvent une élévation transitoire de l'œstriol en début de traitement, avec une normalisation en général au bout de 2 mois de traitement. Et puis il y a une des études qui montre même que ça entraîne une baisse de la FSH pendant 4 semaines. Donc il y a quand même un effet systémique qui semble quand même non négligeable. Pour les études avec l'œstradiol, on en a certaines qui retrouvent une élévation transitoire, d'autres qui ne retrouvent pas de changement, y compris dès le début du traitement. Et puis il y a cette étude qui est assez intéressante, où là ils ont regardé en fait des femmes qui étaient traitées au long cours, c'est-à-dire que pour être incluses dans le groupe traité, il fallait qu'elles soient déjà sous œstrogène au long cours. Donc on ne mesure pas juste justement les premières semaines. On regarde si elles ont une élévation des taux systémiques en cours de traitement prolongé. Et dans cette étude, donc, il montre que justement, il y a une élévation significative de l'œstradiol chez des femmes traitées au long cours pour celles qui sont sous anneau à l'œstradiol, alors qu'avec le comprimé, on n'a pas d'augmentation des taux d'œstradiol. On a une augmentation très transitoire à 12 heures de la pause du comprimé, mais ensuite, on n'a plus d'augmentation. Donc, il pourrait y avoir une différence entre les anneaux et les comprimés, alors que là, c'est la même molécule. Donc voilà, tout n'est pas exactement pareil. Et puis pour les autres études avec l'œstradiol, ils n'ont pas retrouvé donc là d'élévation qui reste persistante. Alors dans celle-là, mais c'était une étude, il y avait seulement 7 patientes. Ils remontraient qu'ils retrouvaient des taux de base seulement chez 2 patients. Donc même s'il n'y avait pas des taux très augmentés, ils n'étaient quand même pas non plus sur les taux de départ. Mais bon, donc voilà, concrètement, il y a quand même un passage. En tout cas transitoire, et parfois qui peut persister, notamment peut-être sur des traitements à plus forte dose ou avec certains types de dispositifs. Après, donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir si ça augmente le risque de récidive et de mortalité, parce que finalement, qu'il y ait du passage, si ça n'entraîne pas de risque, on s'en fiche un petit peu. Et donc là, on a quand même un certain nombre d'études observationnelles. Je terminerai par la dernière tout à l'heure. Donc jusqu'à maintenant, les études qu'on avait, rétrospectives pour la plupart,
ne retrouvait pas d'augmentation des risques de récidive, ni de modification au niveau de la mortalité globale ou de la mortalité spécifique. Et il y avait une étude qui retrouvait une réduction du risque de récidive. Il faut savoir que la plupart de ces études avaient inclus quand même des cancers du sein localisés. Et en termes d'hormonothérapie, c'est des études assez anciennes. Il y en avait quand même une grosse partie qui était sous tamoxifène. Et seulement les plus récentes avaient inclus des patientes sous anti-aromatase. Et puis donc là, en 2022, il y a eu une publication dans le JNCI d'une étude donc, dite prospective. En fait, c'est une étude où ils ont croisé des bases de données et ils ont retrouvé donc là une augmentation du risque de récidive pour les femmes sous anti-aromatase qui utilisaient des œstrogènes locaux. Donc, je vais vous la détailler un petit peu. Donc, c'est une étude où ils ont chaîné les données de la base de données nationale du groupe cancer du sein danois avec les données nationales de prescription et les données de registre de décès. Enfin, ça, c'était pour les données de mortalité. Donc, c'était cette cohorte du Danish Breast Cancer Group. C'est des femmes ménopausées danoises, 35 à 95 ans, qui avaient des cancers invasifs non métastatiques, ER+, qui n'avaient pas reçu de chimiothérapie et qui avaient ou pas une hormonothérapie, puisque dans leur étude, il y a des groupes sans hormonothérapie ou avec tamoxifène ou IA, et eux, ils traitaient par hormonothérapie que les lésions de plus de 2 cm ou N+, ou grade 2-3. Donc déjà, ils ont des critères pas tout à fait équivalents aux nôtres pour les prescriptions d'hormonaux. Et c'est que des patients qui n'avaient pas reçu de chimio. Donc voilà, c'est pas aussi, nous, des situations classiques, souvent quand elles sont N+, elles reçoivent fréquemment de la chimio, surtout si elles sont grade 2-3. Mais bon. Donc voilà, ils avaient des critères un peu particuliers. Ensuite, ils ont fait des analyses multivariées où ils ont pris en compte les facteurs pronostiques classiques et puis le type d'hormonothérapie et aussi la compliance sur l'hormonothérapie. Et ils ont considéré que les patientes utilisaient des traitements si elles avaient au moins 2 délivrances successives. Alors au total, donc ça c'est leur flowchart avec des patients donc sans hormonaux, avec tamoxifène, avec anti-aromatase ou avec traitement séquentiel TAM puis IA. Ils ont une médiane de suivi de 9,8 ans et ils ont eu au total 16% de récidive, donc sur toute la cohorte, et, sur toutes les patientes, et dont 111 avaient reçu une hormonothérapie locale, 16 un THM et 1206 aucun traitement. Alors en termes de risque, en termes de hazard ratio, ce que ça donne, je ne sais pas si vous arrivez peut-être à voir les chiffres, donc pour ceux qui n'ont pas d'hormonothérapie, donc ici c'est le groupe des traitements hormonaux locaux, VET, vaginal œstrogène thérapie, sans hormonothérapie associée, pas d'augmentation des risques de récidive significative, sous tamoxifène, pas de modification non plus, et sous anti-aromatase ou traitement séquentiel TAM puis IA, là, ils ont retrouvé une augmentation significative des risques de récidive. Et puis, quand ils regardent la mortalité, donc que ce soit en mortalité globale ou en mortalité standardisée, là, ils ne retrouvent pas d'augmentation et ils retrouvent même une réduction de la mortalité pour les patientes sans hormonaux ou sous tamoxifène et pour la SMR sous anti-aromatase, donc dans le groupe où il y a l'augmentation de récidive, ils retrouvent finalement une diminution de la SMR pour les femmes traitées avec des œstrogènes locaux. Donc voilà, des résultats qui peuvent paraître un petit peu confus. Alors, comment est-ce qu'on peut interpréter ces résultats et en pratique? Donc, sous tamoxifène, c'est vrai que... Oula, mince, j'ai foiré mes animations. C'est pas grave. Alors, sous tamoxifène, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, elles ont un traitement qui va bloquer directement le récepteur de l'œstradiol. Donc, même s'il y a du passage systémique, voilà, finalement, on s'en fiche. Et voilà, c'est concordant finalement avec les résultats des études. Il n'y a pas d'augmentation des risques ni de mortalité. Donc, on peut se dire qu'a priori, on n'a pas trop de problème à donner un traitement local. Sous anti-aromatase, là, c'est un petit peu plus discutable. Donc, il y a un passage systémique qui a été démontré. Donc, on peut se dire peut-être qu'il y a un risque, point d'interrogation. Le risque de récidive, il a l'air augmenté dans cette étude. Par contre, il y a une amélioration de la mortalité globale. Et ça a été retrouvé aussi dans une étude française récente non publiée, dont nous parlera peut-être Anne-Sophie pendant la discussion.
Voilà, qu'est-ce qui peut expliquer qu'on a une augmentation de la récidive, mais qu'on améliore la mortalité? Donc, on peut se demander, est-ce qu'elles suivent mieux l'hormono si elles ont plus ce SGUM? Alors, dans l'étude, ils retrouvent une observance à l'hormonothérapie équivalente. Il fallait être 88% chez les utilisatrices de traitements hormonaux locaux versus 90% chez les never users. Après, c'est toujours pareil, là, ils considèrent comme users celles qui ont utilisé au moins 2 fois le traitement local, mais on ne sait pas si pendant qu'elles utilisaient le traitement local, elles étaient adhérentes, puis qu'après, elles n'étaient plus adhérentes. Enfin bon, c'est... Voilà, en données macro, a priori, il n'y a pas de différence, mais on peut se poser la question quand même d'une adhérence différente à l'hormonothérapie. Et puis après, on peut se dire aussi, elles ont une meilleure qualité de vie, elles ont une meilleure sexualité, et donc peut-être que ça améliore la survie globale. Finalement, il y a peut-être des choses aussi, enfin voilà, par des mécanismes autres, et notamment le fait qu'elles ont une meilleure qualité de vie, elles se font mieux suivre. Voilà, on peut quand même penser que ça puisse avoir un impact. Donc après, en pratique, pour nos patientes, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut traiter un SGUM chez une patiente sous hormonothérapie? Donc là, je vous ai mis un extrait de la discussion de l'étude du JNCI, donc, que je trouve un peu bizarre. Donc ils disent, voilà, puisqu'on ne trouve pas d'augmentation du risque avec les œstrogènes locaux sous tamoxifène, dans ces cas-là, on peut switcher sous tamoxifène après 2 ou 3 ans d'antiaromatase chez les patientes chez qui on initie des œstrogènes locaux sous antiaromatase. Donc là, on se dit, en fait, si on change d'hormonothérapie, après, ils n'auront peut-être plus besoin de traitement local déjà. Et puis, voilà, ça ne paraît pas forcément une stratégie très pertinente. Donc, je ne pense pas que ce soit forcément la bonne stratégie. Donc, peut-être qu'on peut essayer de discuter du cas par cas. Alors, en pratique, est-ce qu'on peut faire en sorte de limiter le passage systémique? Donc oui, probablement, puisqu'en fait, le passage systémique, il dépend de beaucoup de choses. Il dépend du degré d'atrophie vaginale, il dépend des doses. Donc on sait que plus on a des doses élevées, plus on peut avoir un passage. Ça dépend de la fréquence d'application. Ça dépend du type de formulation. Par exemple, la crème, on l'applique sur une large surface, alors que le comprimé, il est mis à un endroit plus ponctuel. Donc, s'il y a une atrophie globale, on peut se dire que le comprimé, il va agir localement, il y aura du passage. Et puis après, quand il va commencer, l'atrophie va commencer à être traitée, ça ne risque pas de passer ailleurs, alors que la crème, on l'a mis d'emblée sur toute une zone atrophique, donc peut-être qu'il y a plus de passage. En termes de zone d'application, ça a été démontré en population générale qu'il y a plus de passage au niveau du fond vaginal parce que c'est plus vascularisé. Donc peut-être aussi que de traiter à l'entrée, c'est souvent la zone qui est douloureuse d'ailleurs, peut-être que ça peut limiter le passage. Et puis ensuite, en termes de molécules, donc c'est là où le promestrienne peut-être pourrait être intéressant, puisque par ses caractéristiques moléculaires, il franchirait moins facilement la membrane basale. Il y a eu plusieurs études cliniques, donc ça c'est en population générale, ce n'est pas dans le cancer du sein, où il ne semble pas modifier les taux sériques d'œstradiol. Après, comme on l'a vu, comme c'est avec l'œstriol, c'est pareil, on ne modifie pas les taux sériques d'œstradiol, mais il y a quand même un effet œstrogénique parce que la molécule passe un petit peu. Donc voilà, ça reste quand même un petit peu discuté. C'est le fait que le proestrène passe moins, mais voilà, ça fait partie des choses peut-être à poursuivre. Donc en pratique, si on veut traiter un SGUM sous hormonothérapie, il faut quand même réintégrer dans la prise en charge globale du SGUM. Et donc en numéro 1, on va proposer des traitements non hormonaux, clairement. En tout cas, les traitements de fond non hormonaux qui vont permettre déjà de limiter le problème de l'atrophie et de limiter les symptômes. Et puis aussi, l'hygiène de vie, hein, évidemment, c'est le prérequis, on va dire, avant de mettre en place des traitements. Et puis ensuite, en deuxième intention, on va se poser la question des traitements hormonaux. Sur l'histoire de l'hygiène de vie, on peut quand même s'arrêter sur cette question de l'activité sexuelle régulière, parce que si elles ont mal, elles n'ont pas de rapport. Et donc, ça peut être intéressant aussi de permettre de récupérer transitoirement, enfin de donner un traitement transitoire pour qu'elles récupèrent une activité sexuelle. Et donc ça, il y a eu des études, en population générale toujours, qui montrent bien que la pratique continue et régulière de coït protège contre l'atrophie via l'accroissement du débit sanguin vers les organes pelviens et de l'effet du sperme par l'effet de stéroïdes, acides gras, prostaglandine. La masturbation, elle accroît le débit sanguin génital. L'utilisation de dilatateurs et de jouets sexuels aussi améliore. Et donc, si on peut permettre aux patientes de récupérer ça, et bien du coup, après, ça va s'auto-entretenir. Donc peut-être qu'on peut aussi voir le traitement hormonal comme un traitement transitoire pour, si on veut, limiter en fait le passage systémique. Alors en termes de recommandations, donc là je remercie Anne-Sophie, j'avais mis un truc remerciement, il a été effacé par
par le pied de page. Donc, je remercie Anne-Sophie pour cette diapositive qui m'a évité de refaire ce tableau. Donc, globalement, dans les recommandations internationales, les œstrogènes locaux, ils sont toujours possibles en deuxième intention, soit dans le cadre d'une décision médicale partagée, soit autorisée, donc voilà, que ce soit dans les recommandations nationales, internationales. Donc ça, je pense que c'est quand même une notion que vous avez. Après, voilà, quand on dit deuxième intention et dans le cadre d'une décision médicale partagée, voilà, ça veut un peu tout et rien dire. Donc voilà, je pense qu'il faut prendre en compte tout ce dont on vient de discuter, en fonction du type d'hormonothérapie, et puis que pour celles qui sont sous anti-aromatase, qui sont celles qui nous posent problème, et bah, du coup, on va essayer quand même, si on leur prescrit, de limiter le passage systémique, parce que je pense qu'avec l'étude du GNCI, on ne peut quand même pas considérer qu'il y a zéro risque. Voilà, même si on améliore leur survie, bah, voilà, il faut quand même prendre en compte ces résultats, et donc il faut quand même essayer autant que possible de limiter le passage. Et donc, pour limiter le passage sur cette histoire d'atrophie, donc on a vu que si on utilise des traitements non hormonaux locaux, déjà on peut quand même limiter l'atrophie. Donc quand on va prescrire les œstrogènes locaux, peut-être qu'il y aura un peu moins de passage, mais aussi on peut jouer sur la fréquence d'administration et commencer par des œstrogènes une fois par semaine, et ensuite passer à 2 fois par semaine, une fois qu'on a déjà récupéré un petit peu en trophicité. Et en fait, c'est exactement le contraire de ce qu'ils ont fait dans les études. Donc ça, je ne vous l'avais pas dit en passant, puis vous n'avez peut-être pas lu sur les tableaux qui étaient petits. Mais en fait, dans les études où ils ont regardé les passages systémiques, en général, ils commencent une fois par jour, pendant 3 semaines ou 15 jours, ça dépend, puis 2 fois par semaine, comme c'est écrit d'ailleurs sur les notices de colpotrophine ou trophigile. Mais à mon avis, il faudra le contraire, c'est-à-dire que ça paraît logique, tant qu'il y a une forte atrophie, de commencer de façon plus espacée et ensuite de faire 2 fois par semaine, une fois qu'on a récupéré un petit peu en trophicité. Donc là aussi, à mon avis, on peut gagner quand même en diminution du passage systémique. Mais ça, pour l'instant, ce n'est pas évalué. Donc, en pratique, pour conclure, pour les patientes qui sont sous tamoxifène, à mon sens, il n'y a pas vraiment de problème à donner des œstrogènes locaux, mais ce n'est pas forcément celles qui en ont plus besoin. Et sous anti-aromatase, à cause du passage systémique, il faut quand même rester prudent, mais pas trop. Donc clairement, en première intention, on va donner des traitements non hormonaux et règles d'hygiène-diététique. Et ensuite, si besoin, on va discuter un traitement hormonal local, mais qui doit être précédé et associé à un traitement non hormonal, fréquence progressive, et qu'on va limiter à 2 fois par semaine. Peut-être que le promestrienne, c'est mieux, mais ça reste discuté. Et puis, il faut réévaluer la durée du traitement, et peut-être qu'un traitement transitoire, le temps qu'elle récupère une activité sexuelle, peut être suffisant. Je vous remercie.